ma sœur m'a accidentellement envoyé un mémo vocal destiné à notre mère, et ce que j'ai entendu à mon sujet m'a fait partir le lendemain matin, avec un plan qu'elle n'a jamais vu venir. Je n'aurais jamais cru que ma propre sœur serait celle qui me détruirait, et pourtant, nous y voilà. Je m'appelle Carrie, et voici l'histoire de comment l'erreur de ma sœur Jessica est devenue le catalyseur de la vengeance la plus satisfaisante que j'ai jamais orchestrée. Jessica et moi avions toujours été proches, ou du moins, c'est ce que je croyais. Nous n'avons que 2 ans d'écart, j'ai 30 ans et elle en a 28. Nous vivons toutes les deux à Denver, au Colorado, à environ 20 minutes l'une de l'autre. Depuis 5 ans, je dirige une petite mais prospère entreprise de design graphique depuis mon bureau à domicile, tandis que Jessica travaille comme coordinatrice marketing pour une start-up technologique en ville. Notre relation avait toujours semblé solide. Nous nous envoyions des textos tous les jours, déjeunions ensemble au moins 2 fois par semaine, et je l'aidais même à organiser son prochain mariage avec son fiancé, Marcus. Je pensais que nous étions les meilleurs amis du monde, qui se trouvaient simplement partager le même ADN. Tout a basculé un mardi matin de mars, lorsque je me suis réveillé et que j'ai trouvé un mémo vocal de Jessica sur mon téléphone. L'horodatage indiquait qu'elle l'avait envoyé à 23h47 la veille. J'étais impatiente de l'écouter, car nous avions passé un excellent moment à chercher des robes de demoiselle d'honneur le week-end précédent. J'ai appuyé sur lecture tout en préparant mon café du matin, m'attendant peut-être à quelques réflexions nocturnes sur l'organisation du mariage, ou à une anecdote amusante de sa soirée avec Marcus. Je dois préciser que Jessica et moi avons des noms très similaires dans nos téléphones respectifs. Elle m'a enregistré sous Carrie Serette et notre mère sous Sarah Maman. Le deuxième prénom de ma mère est Sarah. Sous l'influence du vin, elle a clairement envoyé le message à la mauvaise personne. Au lieu de plan de mariage, ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. Maman, je n'en peux plus, la voix de Jessica est sortie du haut-parleur de mon téléphone, légèrement pâteuse, comme si elle avait bu du vin. Je suis tellement fatigué de faire semblant de m'intéresser à la petite entreprise hobby de Carrie. Sais-tu qu'elle pense vraiment être une sorte d'entrepreneur à succès? C'est pathétique. Je me suis figé, ma tasse de café à mi-chemin de mes lèvres. Elle n'arrête pas de parler de s'agrandir et d'embaucher des employés, mais maman, elle gagne à peine de quoi payer son loyer. J'ai vu ses relevés bancaires, quand elle les a laissés sur le comptoir le mois dernier. Elle vit d'un salaire à l'autre, mais elle agit comme si elle bâtissait un empire. C'est embarrassant. Mes mains se sont mises à trembler. Des relevés bancaires? Quand avait-elle vu mes relevés bancaires? Et ne me lance même pas sur le fait qu'elle continue de proposer son aide pour le mariage. Elle a conçu nos faire-part gratuitement, et on dirait un truc qu'un lycéen aurait fait en cours d'informatique. La mère de Marcus y a jeté un œil et a demandé si nous organisions un barbecue dans le jardin, au lieu d'un vrai mariage. J'étais mortifié. Le mémo vocal continuait, chaque mot me frappant comme un coup physique. Je la garde impliquée uniquement parce que je la plains. Tu sais, elle n'a pas de vrais amis à part moi, et sa vie amoureuse est un désastre. Tu te souviens de ce type, David, qu'elle a amené à Noël? Même papa a dit qu'il avait l'air de se contenter d'elle. Elle est tellement désespérée d'être incluse dans tout. Des larmes coulaient maintenant sur mon visage, mais je ne pouvais pas m'arrêter d'écouter. Le pire, c'est qu'elle essaie toujours de me donner des conseils professionnels. Maman, elle facture environ 200 € pour la création d'un logo. Je paie plus que ça pour une bonne coupe de cheveux, mais elle se prend pour Steve Jobs, ou quelque chose comme ça, toujours à parler de construire sa marque et de relations clients. C'est délirant. Il y eut une pause, pendant laquelle je pouvais entendre Jessica boire quelque chose. Je l'aime. Vraiment. Mais parfois, je me demande ce qui lui serait arrivé si elle était allée à l'université comme une personne normale, au lieu de tout laisser tomber pour poursuivre son art. Elle aurait probablement un vrai travail aujourd'hui, peut-être même un petit ami qui ne soit pas un raté complet. Au lieu de ça, elle a presque 30 ans et elle se comporte toujours comme si elle allait devenir la prochaine grande star du design graphique. Le mémo s'est terminé brusquement, et je suis resté assise dans ma cuisine, en silence complet, à fixer mon téléphone. La femme que je considérais comme ma meilleure amie, ma plus proche confidente, venait de révéler qu'elle me voyait comme un cas social pathétique. Mais voici ce que Jessica ne savait pas, mon entreprise n'était pas en difficulté. Loin de là. J'avais été délibérément modeste au sujet de mon succès, car je savais à quel point elle pouvait être compétitive, et je ne voulais pas qu'elle se sente mal à propos de son travail en entreprise dont elle se plaignait constamment. La vérité,
c'est que j'ai gagné 285 000 € l'année dernière. Ma petite entreprise hobby m'avait permis de décrocher des contrats avec 3 grandes entreprises de Denver, y compris la start-up technologique où travaillait Jessica. J'étais derrière leur récente campagne de rebranding, bien que Jessica ne le sache pas, puisque j'avais travaillé directement avec le PDG par l'intermédiaire d'une agence tierce. Je facturais 200 € pour un logo de base, certes, mais c'était juste mon prix de départ pour les petites entreprises locales. Mes contrats d'entreprise valaient des dizaines de milliers d'euros. J'avais un compte d'épargne bien garni, un portefeuille d'investissement en pleine croissance, et j'avais déjà versé un acompte pour un appartement dans le quartier branché de Reno, ce que je n'avais encore dit à personne. Quant à ma vie personnelle, David et moi avions en fait rompu d'un commun accord, car nous étions tous les deux trop concentrés sur nos carrières pour accorder à notre relation l'attention qu'elle méritait. Il était ingénieur logiciel chez Google, loin d'être un raté, et nous étions restés bons amis. En fait, je fréquentais nonchalamment quelques personnes, dont un avocat nommé Michael qui me demandait de rendre les choses officielles. Mais Jessica voyait ce qu'elle voulait voir, sa petite sœur en difficulté, qui avait besoin de sa pitié et de sa charité. Plus j'y pensais, plus je devenais furieuse. Toutes ces fois où j'avais proposé de l'aider gratuitement pour les créations de son mariage, elle s'en moquait dans mon dos. Tous ces déjeuners où j'écoutais ses plaintes sur son travail, alors qu'elle jugeait secrètement chaque aspect de ma vie. Tous ces moments que je chérissais comme une complicité fraternelle n'avaient été, de sa part, que de la comédie. Mais la colère n'était pas le pire. Le pire, c'étaient les souvenirs qui étaient désormais souillés à jamais. Comme cette fois, il y a 2 mois, où j'étais resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin pour redessiner ses programmes de mariage, parce qu'elle avait mentionné nonchalamment que la mère de Marcus trouvait la mise en page originale un peu amateur. J'avais été tellement soucieuse que tout soit parfait pour son grand jour que j'avais annulé un rendez-vous avec Michael pour les terminer. Ou cette fois où elle m'avait appelé en pleurant, stressée par les coûts du mariage, et où j'avais immédiatement proposé de faire toute la signalétique et les décorations de table gratuitement. « Tu me sauves la vie », avait-elle dit à travers de fausses larmes. Je ne sais pas ce que je ferais sans ma talentueuse petite sœur. Je m'étais senti si apprécié, si nécessaire. Maintenant, je réalisais qu'elle avait probablement raccroché et ri de la facilité avec laquelle elle pouvait me manipuler pour obtenir du travail gratuit. Le souvenir le plus douloureux datait d'il y a seulement 6 semaines. Jessica m'avait emmené déjeuner dans un bistrot chic du centre-ville, pour ce que je pensais être un moment de complicité entre sœurs. Elle avait insisté pour payer, ce qui était inhabituel de sa part, et avait passé tout le repas à me poser des questions détaillées sur mon entreprise. Combien de clients avais-je? Quels étaient mes tarifs? Comment trouvais-je de nouveaux clients? Quels étaient mes plus grands défis? J'avais été si touché par son intérêt que je m'étais complètement ouverte, lui montrant même mon plan d'expansion. Je lui avais parlé du gros contrat que je négociais, de mes rêves d'embaucher des employés, de mon désir de déménager dans des bureaux plus grands. Elle avait semblé si encourageante, posant des questions de suivi et m'offrant son soutien. Maintenant, je comprenais qu'elle ne cherchait pas du tout à se rapprocher de moi. Elle rassemblait des munitions. Chaque vulnérabilité que j'avais partagée, chaque espoir et chaque rêve que j'avais avoué, avait été soigneusement catalogué pour son divertissement. Ce déjeuner n'était pas un soutien fraternel. C'était une mission de reconnaissance. Je me suis fait porter pâle au travail et j'ai passé la journée entière à passer en revue chaque interaction que nous avions eue au cours de la dernière année, les voyant toutes sous ce nouvel angle de trahison. Le schéma était si clair maintenant que je ne pouvais pas croire que je l'avais manqué auparavant. Il y avait eu cette fois où elle avait accidentellement mentionné à notre cousine Rachel que j'avais eu du mal à trouver des clients, juste après que je lui ai confié avoir perdu un contrat potentiel. Rachel avait ensuite passé tout le barbecue familial à me traiter comme un cas social, me proposant de m'aider à réseauter via l'entreprise de son mari. Il y avait son habitude de me présenter lors d'événements sociaux comme ma sœur Carrie, la designer freelance, en insistant toujours sur le mot freelance d'une manière qui le faisait paraître temporaire et instable. Pendant ce temps, elle se présentait comme coordinatrice marketing, sans jamais mentionner qu'elle était essentiellement une assistante qui programmait des publications sur les réseaux sociaux. Il y avait la façon dont elle commençait chaque conversation sur mon entreprise par « Comment ça va, ton petit truc de design ?» Le mot au petit m'avait toujours piqué, mais je me disais qu'elle ne le pensait pas avec condescendance. Maintenant, je savais que c'était faux. Et puis, il y avait les choses plus subtiles, comment elle n'avait jamais partagé mes publications professionnelles sur les réseaux sociaux, malgré ses demandes constantes à ses amis de promouvoir le contenu de son entreprise, comment elle ne m'avait jamais recommandé un seul client,
Bien qu'elle travaille dans le marketing et connaisse des dizaines de personnes ayant besoin de services de design, comment elle n'avait jamais exposé aucune de mes œuvres dans son appartement, pas même le portrait personnalisé que j'avais fait d'elle et Marcus pour leur anniversaire. J'avais attribué tout cela au fait que Jessica était simplement discrète sur les affaires de famille, ou peut-être qu'elle ne pensait pas à mélanger ses réseaux personnels et professionnels. Je lui avais accordé toutes les excuses possibles, parce que c'est ce que font les sœurs. Apparemment, j'étais la seule à fonctionner selon ce principe. Le processus de planification fut thérapeutique, d'une manière que je n'avais pas anticipée. Pour la première fois depuis des années, je ne m'inquiétais pas des sentiments de Jessica, ni n'essayais de gérer ses émotions. Je ne marchais pas sur des œufs autour de son ego, ni ne minimisais mes propres succès pour la mettre à l'aise. J'étais enfin libre d'être honnête sur qui j'étais, et sur ce que j'avais accompli. J'ai commencé par dresser une liste complète de tous les mensonges qu'elle avait racontés sur moi, et de toutes les vérités qu'elle avait déformées. Le mémo vocal m'avait donné une feuille de route de ses opinions réelles, mais je soupçonnais qu'il y en avait plus. J'ai commencé à prêter attention à des choses que j'avais auparavant considérées comme des commentaires inoffensifs ou des taquineries fraternelles. Comme la fois où elle avait dit à nos parents que je cherchais encore ma voie, quand ils avaient posé des questions sur mon entreprise au dîner de Noël. Ou comment elle avait décrit ma recherche d'appartement comme Carrie essayant de trouver quelque chose qu'elle peut se permettre, alors que je regardais en réalité des biens dans le quartier le plus cher de la ville. Ou comment elle avait mentionné à nos tantes qu'elle m'aidait à me remettre sur pied, alors que je n'avais jamais demandé, ni eu besoin de son aide pour quoi que ce soit. Chaque révélation me mettait plus en colère, mais elle me rendait aussi plus déterminé. Jessica avait joué un jeu sur le long terme, construisant soigneusement un récit où elle était la sœur brillante et généreuse, et où j'étais la bénéficiaire en difficulté, reconnaissante de sa charité. Toutes ces fois où j'avais offert de l'aider gratuitement pour les créations de son mariage, elle s'en était moquée dans mon dos. Tous ces déjeuners où j'écoutais ses plaintes sur son travail, alors qu'elle jugeait secrètement chaque aspect de ma vie. Tous ces moments que je chérissais comme une complicité fraternelle n'avaient été, de sa part, que de la comédie. Mais la colère n'était pas le pire. Le pire, c'étaient les souvenirs qui étaient désormais souillés à jamais. Comme cette fois, il y a 2 mois, où j'étais resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin pour redessiner ses programmes de mariage, parce qu'elle avait mentionné nonchalamment que la mère de Marcus trouvait la mise en page originale un peu amateur. J'avais été tellement soucieuse que tout soit parfait pour son grand jour que j'avais annulé un rendez-vous avec Michael pour les terminer. Ou cette fois où elle m'avait appelé en pleurant, stressée par les coûts du mariage, et où j'avais immédiatement proposé de faire toute la signalétique et les décorations de table gratuitement. « Tu me sauves la vie », avait-elle dit à travers de fausses larmes. Je ne sais pas ce que je ferais sans ma talentueuse petite sœur. Je m'étais senti si apprécié, si nécessaire. Maintenant, je réalisais qu'elle avait probablement raccroché et ri de la facilité avec laquelle elle pouvait me manipuler pour obtenir du travail gratuit. Le souvenir le plus douloureux datait d'il y a seulement 6 semaines. Jessica m'avait emmené déjeuner dans un bistrot chic du centre-ville, pour ce que je pensais être un moment de complicité entre sœurs. Elle avait insisté pour payer, ce qui était inhabituel de sa part, et avait passé tout le repas à me poser des questions détaillées sur mon entreprise. Combien de clients avais-je? Quels étaient mes tarifs? Comment trouvais-je de nouveaux clients? Quels étaient mes plus grands défis? J'avais été si touché par son intérêt que je m'étais complètement ouverte, lui montrant même mon plan d'expansion. Je lui avais parlé du gros contrat que je négociais, de mes rêves d'embaucher des employés, de mon désir de déménager dans des bureaux plus grands. Elle avait semblé si encourageante, posant des questions de suivi et m'offrant son soutien. Maintenant, je comprenais qu'elle ne cherchait pas du tout à se rapprocher de moi. Elle rassemblait des munitions. Chaque vulnérabilité que j'avais partagée, chaque espoir et chaque rêve que j'avais avoué, avait été soigneusement catalogué pour son divertissement. Ce déjeuner n'était pas un soutien fraternel. C'était une mission de reconnaissance. Je me suis fait porter pâle au travail et j'ai passé la journée entière à passer en revue chaque interaction que nous avions eue au cours de la dernière année, les voyant toutes sous ce nouvel angle de trahison. Le schéma était si clair maintenant que je ne pouvais pas croire que je l'avais manqué auparavant. Il y avait eu cette fois où elle avait accidentellement mentionné à notre cousine Rachel que j'avais du mal à trouver des clients, juste après que je lui ai confié avoir perdu un contrat potentiel. Rachel avait ensuite passé tout le barbecue familial à me traiter comme un cas social, me proposant de m'aider à réseauter via l'entreprise de son mari. Il y avait son habitude de me présenter lors d'événements sociaux comme ma sœur Carrie,
la designer freelance, en insistant toujours sur le mot freelance d'une manière qui le faisait paraître temporaire et instable. Pendant ce temps, elle se présentait comme coordinatrice marketing, sans jamais mentionner qu'elle était essentiellement une assistante qui programmait des publications sur les réseaux sociaux. Il y avait la façon dont elle commençait chaque conversation sur mon entreprise par « Comment ça va, ton petit truc de design ?» Le mot « petit » m'avait toujours piqué, mais je me disais qu'elle ne le pensait pas avec condescendance. Maintenant, je savais que c'était faux. Et puis, il y avait les choses plus subtiles, comment elle n'avait jamais partagé mes publications professionnelles sur les réseaux sociaux, malgré ses demandes constantes à ses amis de promouvoir le contenu de son entreprise, comment elle ne m'avait jamais recommandé un seul client, bien qu'elle travaille dans le marketing et connaisse des dizaines de personnes ayant besoin de services de design, comment elle n'avait jamais exposé aucune de mes œuvres dans son appartement, pas même le portrait personnalisé que j'avais fait d'elle et Marcus pour leur anniversaire. J'avais attribué tout cela au fait que Jessica était simplement discrète sur les affaires de famille, ou peut-être qu'elle ne pensait pas à mélanger ses réseaux personnels et professionnels. Je lui avais accordé toutes les excuses possibles, parce que c'est ce que font les sœurs. Apparemment, j'étais la seule à fonctionner selon ce principe. Le processus de planification fut thérapeutique, d'une manière que je n'avais pas anticipée. Pour la première fois depuis des années, je ne m'inquiétais pas des sentiments de Jessica, ni n'essayais de gérer ses émotions. Je ne marchais pas sur des œufs autour de son ego, ni ne minimisais mes propres succès pour la mettre à l'aise. J'étais enfin libre d'être honnête sur qui j'étais, et sur ce que j'avais accompli. J'ai commencé par dresser une liste complète de tous les mensonges qu'elle avait racontés sur moi, et de toutes les vérités qu'elle avait déformées. Le mémo vocal m'avait donné une feuille de route de ses opinions réelles, mais je soupçonnais qu'il y en avait plus. J'ai commencé à prêter attention à des choses que j'avais auparavant considérées comme des commentaires inoffensifs ou des taquineries fraternelles. Comme la fois où elle avait dit à nos parents que je cherchais encore ma voie, quand ils avaient posé des questions sur mon entreprise au dîner de Noël. Ou comment elle avait décrit ma recherche d'appartement comme Carrie essayant de trouver quelque chose qu'elle peut se permettre, alors que je regardais en réalité des biens dans le quartier le plus cher de la ville. Ou comment elle avait mentionné à nos tantes qu'elle m'aidait à me remettre sur pied, alors que je n'avais jamais demandé, ni eu besoin de son aide pour quoi que ce soit. Chaque révélation me mettait plus en colère, mais elle me rendait aussi plus déterminé. Jessica avait joué un jeu sur le long terme, construisant soigneusement un récit où elle était la sœur brillante et généreuse, et où j'étais la bénéficiaire en difficulté, reconnaissante de sa charité. Elle avait été si méthodique que même nos propres parents avaient commencé à me traiter avec une sorte de douce préoccupation, qui, je le réalisais maintenant, était basée sur les faux rapports de Jessica sur ma vie. Mon plan comportait 3 phases, et il allait être absolument magnifique. La première phase consistait à recueillir des informations et à préparer le terrain. Je devais comprendre exactement jusqu'où allait la tromperie de Jessica, et ce qu'elle avait dit, et à qui. Je devais aussi commencer à établir ma véritable histoire. Pas la version fabriquée que Jessica avait répandue, mais la vérité sur mon succès et ma stabilité. J'ai commencé par avoir des conversations prudentes avec les membres de ma famille, posant des questions innocentes sur ce qu'ils savaient de mon entreprise et de ma vie personnelle. Les résultats furent révélateurs et exaspérants. Selon la version de la réalité de Jessica, je joignais à peine les 2 bouts, cherchant désespérément un vrai travail, et reconnaissante de toute l'aide qu'elle pouvait m'apporter. Elle se dépeignait comme ma conseillère financière, ma conseillère d'orientation professionnelle, et mon soutien émotionnel, tout en un. Notre mère, clairement mal à l'aise, a admis que Jessica l'avait tenue au courant de mes difficultés. Elle s'inquiète pour toi, ma chérie, m'a dit maman lors d'un appel téléphonique. Elle a mentionné que tu avais du mal à payer ton loyer, et que tu envisageais de revenir vivre à la maison. J'ai dû serrer le téléphone plus fort pour ne pas hurler. A-t-elle dit autre chose? Eh bien, elle a mentionné que tu avais du mal à trouver de bons clients, et que tu envisageais de retourner à l'école pour quelque chose de plus stable. C'est une si bonne sœur, Carrie. Tout le monde ne serait pas aussi solidaire d'un membre de sa famille qui traverse une mauvaise passe. Une mauvaise passe. Je traversais une mauvaise passe qui n'existait que dans l'imagination de Jessica, et ma propre mère la félicitait d'être solidaire d'une situation qu'elle avait entièrement fabriquée. J'ai eu des conversations similaires avec notre père, nos grands-parents et plusieurs amis de la famille. L'histoire était la même pour tous, Jessica était la sœur stable et prospère qui aidait généreusement sa jeune sœur en difficulté à traverser une période difficile. J'étais le cas social, le membre de la famille avec qui tout le monde devait être doux et encourageant. La révélation la plus choquante est venue de notre tante Linda,
qui m'a prise à part lors d'un dîner de famille et m'a discrètement glissé un chèque de 500 €. Jessica a mentionné que tu avais quelques difficultés financières, a-t-elle murmuré. Ne sois pas trop fière pour accepter de l'aide, ma chérie. Nous sommes tous passés par là. J'ai regardé le chèque, me sentant à la fois reconnaissante de la gentillesse de ma tante et furieuse de la manipulation de Jessica. À combien de personnes avait-elle parlé de mes prétendues difficultés financières? Combien de membres de la famille me regardaient maintenant avec pitié et inquiétude à cause de ces mensonges? J'ai encaissé le chèque et en ai immédiatement rédigé un plus gros à l'ordre de l'association caritative préférée de ma tante, accompagné d'une note expliquant que, bien que j'apprécie sa générosité, j'avais la chance d'être dans une position où je pouvais donner au suivant, à ceux qui en avaient vraiment besoin. Je n'ai pas mentionné Jessica, mais j'ai veillé à inclure des détails sur mes récents succès professionnels et l'achat de mon nouvel appartement. Tout en découvrant l'étendue de la tromperie de Jessica, je commençais aussi à construire mon contre-récit. J'ai commencé à partager de vrais détails sur mon entreprise et ma vie personnelle avec ma famille et mes amis. Pas de manière prétentieuse, mais simplement au cours de conversations naturelles. Quand les gens me demandaient comment j'allais, au lieu de donner des réponses vagues et positives, j'ai commencé à mentionner des projets spécifiques sur lesquels je travaillais, et des développements passionnants dans ma carrière. Le contraste avec la version de Jessica sur ma vie était frappant, et je pouvais voir que les gens commençaient à le remarquer. Ma cousine Rachel, qui m'avait traité comme une artiste en difficulté au barbecue, a semblé vraiment surprise lorsque j'ai mentionné avoir décroché un contrat avec un grand client de la vente au détail. « Waouh, Carrie, c'est incroyable », a-t-elle dit. Jessica donnait l'impression que tu essayais encore de lancer ton entreprise. J'ai simplement souri et répondu, peut-être qu'elle a mal compris. Tu sais ce que c'est. Les gens entendent parfois ce qu'ils veulent entendre. La graine était plantée. Je ne contredisais pas directement la version des faits de Jessica, mais je fournissais suffisamment d'informations réelles pour que les gens commencent à remettre en question le récit qu'elle leur avait servi. C'était un équilibre délicat, mais j'étais convaincu que cela porterait ses fruits le moment venu, pour la révélation finale. La deuxième phase impliquait ce que j'appelais la vulnérabilité stratégique. Puisque Jessica pensait que j'étais en échec et désespéré, j'ai décidé de lui donner exactement ce qu'elle s'attendait à voir. Mais je n'allais pas seulement jouer la sœur en difficulté, j'allais documenter chaque moment de condescendance et de fausses préoccupations qui en résulteraient. J'ai commencé modestement, en mentionnant lors de nos appels téléphoniques hebdomadaires que j'étais inquiète de ne pas trouver assez de clients pour couvrir mes dépenses. La réaction de Jessica fut immédiate et prévisible. « Oh, ma chérie, j'y ai pensé, dit-elle, et je pouvais entendre la satisfaction dans sa voix. Tu sais, il n'y a vraiment aucune honte à admettre que le freelancing n'est pas viable à long terme. L'entreprise de Marcus se développe si vite, et je sais qu'ils adoreraient avoir quelqu'un avec ton bagage créatif. Les avantages sont excellents, et tu aurais la sécurité d'un salaire régulier. » J'ai veillé à enregistrer cette conversation, ainsi que plusieurs autres où Jessica offrait ses précieux conseils sur l'abandon de mon entreprise au profit d'un emploi traditionnel. Chaque appel révélait un peu plus ses véritables sentiments sur ma vie et mes choix, et j'ai conservé chaque enregistrement. J'ai aussi commencé à demander de petites faveurs, des choses qui feraient que Jessica se sente importante et généreuse, tout en révélant sa vraie nature. J'ai demandé à emprunter 50 € pour les courses, prétextant que j'attendais le paiement d'un client. Jessica a immédiatement accepté, mais pas avant de se lancer dans un sermon sur l'importance d'avoir un fonds d'urgence et de gérer sa trésorerie. C'est exactement ce que je veux dire quand je dis que le freelancing est instable, a-t-elle dit en me tendant l'argent lors de notre déjeuner suivant. Tu es constamment à la merci des délais de paiement des autres. Dans un vrai travail, tu sais exactement quand ton salaire arrive, et tu peux planifier en conséquence. J'ai acquiescé, jouant la petite sœur reconnaissante, tout en enregistrant chaque mot condescendant. Les 50 € sont allés directement sur mon compte d'épargne, et j'ai pris note de rembourser Jessica avec intérêt, dans le cadre de la révélation finale. Pendant cette phase, j'ai aussi commencé à décliner des invitations sociales et à annuler des plans, prétextant que j'étais trop stressé par le travail pour m'amuser. Cela servait deux objectifs, cela renforçait le récit de Jessica sur mes difficultés, et cela me donnait plus de temps pour planifier la confrontation ultime, sans avoir à prétendre que tout était normal entre nous. Je m'inquiète vraiment pour toi, a dit Jessica lors d'un de nos appels. Tu sembles si isolé ces derniers temps. Peut-être devrais-tu envisager de voir un thérapeute, pour t'aider à gérer le stress de ton incertitude professionnelle. Incertitude professionnelle. L'ironie était presque insupportable.
Pendant que Jessica suggérait une thérapie pour mes problèmes fictifs, je concluais le plus gros contrat de ma carrière et faisais l'objet d'un article dans le Denver Business Journal, comme l'une des entrepreneurs montantes de la ville de moins de 30 ans. Bon, techniquement, entrepreneur montante de moins de 35 ans, puisque j'avais 30 ans, mais l'idée était là. Mais Jessica n'était pas au courant de l'article, car je m'étais assuré qu'il ne paraîtrait qu'après le mariage. J'avais spécifiquement demandé que la date de publication soit reportée à juin, sachant que le timing serait parfait pour la phase 3 de mon plan. Le plus difficile dans cette phase a été de voir l'enthousiasme sincère de Jessica face à ma prétendue déchéance. Elle a commencé à appeler plus fréquemment, toujours avec un nouveau conseil ou une autre opportunité d'emploi dont elle avait été insénguénois. Elle m'a proposé de m'aider à mettre à jour mon CV, de me présenter à des gens de son réseau, de m'enseigner la culture d'entreprise, puisque j'étais sorti de ce monde depuis si longtemps. Chaque offre d'aide était accompagnée d'un sous-entendu de supériorité qui me donnait la chair de poule. Elle n'offrait pas de l'aide, elle établissait sa domination. Chaque conversation renforçait sa position de sœur brillante, aidant gracieusement sa cadette en difficulté. Et je pouvais dire qu'elle savourait chaque minute. Le moment le plus écœurant est survenu lors d'un dîner dans son restaurant préféré, où elle a insisté pour payer, car l'argent est serré pour toi en ce moment. En partant, elle s'est arrêtée pour discuter avec une femme qu'elle connaissait de sa salle de sport, et j'ai écouté avec horreur comment elle me présentait. « Voici ma sœur, Carrie », a dit Jessica, avec un ton de voix normalement réservé à la discussion de parents en phase terminale. Elle traverse une période très difficile en ce moment, elle essaie de percer en tant que designer freelance. C'est une industrie si difficile, vous savez. Je n'arrête pas de lui dire qu'elle devrait envisager quelque chose de plus stable, mais les artistes peuvent être si têtus avec leurs rêves. La femme m'a regardé avec cette combinaison particulière de pitié et de malaise que les gens ont quand ils ne savent pas comment réagir à la tragédie de quelqu'un d'autre. Oh, c'est. Eh bien, c'est formidable que vous poursuiviez votre passion, a-t-elle dit maladroitement. Carrie est incroyablement talentueuse, a poursuivi Jessica, mais le talent ne se traduit pas toujours par un succès financier, malheureusement. J'essaie juste de l'aider à voir qu'il y a d'autres options. J'avais envie de vomir, ou de crier, ou les deux. Au lieu de cela, j'ai souri faiblement et j'ai joué le jeu de la comédie de Jessica, tout en ajoutant mentalement cette interaction à la liste croissante d'humiliations que je prévoyais de revisiter lors de la réception de mariage. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai regardé mes relevés bancaires, mon portefeuille d'investissement, et les contrats pour des projets à venir valant plus que ce que Jessica gagnerait au cours des 4 prochaines années. Puis j'ai regardé l'enregistreur que j'avais emporté pour documenter ces conversations, et j'ai ressenti une froide satisfaction m'envahir. Jessica construisait son propre piège. Brique par brique, mensonge par mensonge. Chaque commentaire condescendant, chaque fausse expression d'inquiétude, chaque moment de supériorité fabriqué était soigneusement conservé pour l'instant où je le diffuserais devant un public composé de tous ceux qui comptaient pour elle. La phase 3 était encore dans des semaines, mais j'anticipais déjà l'expression sur son visage lorsqu'elle réaliserait que la petite sœur en difficulté qu'elle avait traitée avec condescendance et pitié était en réalité plus brillante qu'elle ne l'aurait jamais imaginé, et que tout ce qu'elle avait dit et fait dans ces moments de supériorité perçue avait été enregistré pour la postérité. Le mariage ne pouvait pas arriver assez vite. La première phase a commencé immédiatement. J'ai commencé à répondre aux textos de Jessica par des messages plus courts et moins enthousiastes. Quand elle appelait pour discuter de l'organisation du mariage, je déclinais, prétextant que j'étais débordé de travail. J'ai annulé nos prochains déjeuners, disant que je devais me concentrer sur la recherche de plus de clients. « Est-ce que tout va bien ?» a-t-elle demandé lors d'un appel. « Tu sembles distante ces derniers temps. »« Juste stressée par l'argent », ai-je répondu, jouant parfaitement le jeu de ses attentes. « Je pense peut-être à prendre un travail régulier au lieu du freelancing. » Ce truc d'entreprise ne marche peut-être pas, je pouvais pratiquement entendre sa satisfaction à travers le téléphone. « Oh, ma chérie, c'est peut-être mieux comme ça. Il n'y a pas de honte à avoir un salaire stable. L'entreprise de Marcus recrute justement dans leur service marketing, si ça t'intéresse. » Merci, Jess. J'y réfléchirai. Pendant ce temps, je mettais en place la phase 2. J'ai contacté mon réseau de contacts professionnels, expliquant que je cherchais à développer mon entreprise et que j'avais besoin de recommandations pour des projets de grande envergure. En une semaine, j'avais des réunions prévues avec 4 grandes entreprises, dont le plus grand concurrent de Jessica. J'ai aussi commencé à tout documenter, des captures d'écran de ses textos où elle lançait des pics subtils à mon entreprise,
des enregistrements d'appels où elle offrait des conseils hypocrites sur mes choix de carrière. Le Colorado est un État où le consentement d'une seule partie est requis pour l'enregistrement, donc c'était tout à fait légal. Et des photos de tout le travail gratuit que j'avais fait pour son mariage, et dont elle s'était apparemment moquée auprès de notre mère. La phase 3 était la partie la plus satisfaisante de tout le plan. 3 semaines après avoir reçu ce mémo vocal, j'ai décroché le plus gros contrat de ma carrière. Une chaîne de vente au détail nationale voulait que je redessine toute son identité de marque dans 12 États. Le contrat valait 180 000 €, soit plus que ce que Jessica gagnait en 3 ans dans sa start-up, où son salaire annuel était d'environ 58 000 €. Mais au lieu de célébrer, j'ai continué ma comédie de la difficulté. J'ai dit à Jessica que j'étais en retard sur mon loyer et que j'envisageais de retourner vivre chez nos parents. J'ai demandé si elle pouvait me prêter de l'argent pour les courses. Je l'ai même laissé payer le dîner lorsque nous avons finalement déjeuné ensemble, jouant le rôle de la petite sœur reconnaissante et en échec. « Je m'inquiète vraiment pour toi », a-t-elle dit devant nos salades dans son café chic préféré. « Il est peut-être temps de faire face à la réalité concernant ton entreprise. » « Tu as probablement raison, dis-je, rendant ma voix petite et défaite. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur l'entreprise de Marcus. Penses-tu qu'ils engageraient vraiment quelqu'un comme moi? Bien sûr qu'ils le feraient, dit Jessica, et je pouvais voir la condescendance dans son sourire. Tu es intelligente. Tu as juste besoin de direction. Un vrai travail avec des avantages et un salaire stable serait parfait pour toi. J'ai hoché la tête, comptant intérieurement les jours jusqu'à son mariage. Le mariage était prévu pour un samedi de début juin, dans un lieu coûteux dans les montagnes près de Denver. Jessica n'avait reculé devant aucune dépense, et elle se vantait depuis des mois d'avoir le mariage du siècle. Le mardi avant le mariage, j'ai lancé la phase finale de mon plan. J'ai envoyé un SMS groupé à nos parents, nos oncles et tantes, nos 2 pères de grands-parents, Marcus, ses parents, et tout le cortège nuptial. Le message était simple, j'ai une surprise spéciale pour Jessica au mariage. Ne la laissez pas voir ça, mais j'ai travaillé sur quelque chose d'incroyable pour montrer à quel point j'aime et j'apprécie ma sœur. Tout le monde était enthousiaste et a promis de garder le secret. Jessica m'a envoyé un texto en privé, curieuse de la surprise, mais je lui ai juste dit qu'elle devrait attendre pour voir. Samedi est arrivé, et le mariage était magnifique. Jessica était éblouissante dans sa robe, et j'ai joué mon rôle à la perfection. J'étais la petite sœur solidaire, reconnaissante d'être simplement incluse, prétendant toujours lutter avec mon entreprise en difficulté. Pendant la réception, après le dîner mais avant que la danse ne commence, j'ai demandé le micro au DJ. Jessica a semblé surprise mais ravie alors que je me levais devant les 150 invités. « Bonsoir à tous », commençai-je en souriant chaleureusement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Carrie, la sœur de Jessica et sa demoiselle d'honneur. Je voulais prendre un moment pour partager quelque chose de spécial sur mon incroyable sœur. Jessica rayonnait, s'attendant à un hommage sincère à notre lien fraternel. Jessica et moi avons toujours été proches, continuai-je, et elle a été un soutien incroyable pendant des périodes difficiles de ma vie. En fait, elle a été si solidaire qu'elle parle régulièrement de moi à notre mère, vérifiant toujours que je vais bien. J'ai sorti mon téléphone et l'ai connecté au système de sonorisation. Jessica est toujours si modeste sur à quel point elle se soucie de moi. Alors, j'ai pensé que vous aimeriez tous entendre, dans ses propres mots, à quel point elle réfléchit à mon bien-être. Le visage de Jessica est devenu blanc alors qu'elle réalisait ce qui allait se passer. Ceci est un mémo vocal que Jessica a envoyé à notre mère il y a quelques mois, et je pense qu'il montre vraiment la profondeur de son inquiétude pour moi. J'ai appuyé sur lecture, et la voix de Jessica a rempli la salle de réception à travers le système de sonorisation professionnel. Maman, je n'en peux plus. Je suis tellement fatigué de faire semblant de m'intéresser à la petite entreprise hobby de Carrie. La salle est tombée dans un silence de plomb, à l'exception de la voix de Jessica détaillant chaque pensée cruelle qu'elle avait eue sur moi, mon entreprise, ma vie personnelle, et ma valeur en tant que personne. Les faire-part qu'elle avait moqués étaient exposés sur chaque table. Le travail de qualité lycéenne qu'elle avait ridiculisé l'entourait littéralement, alors qu'elle restait assise, figée d'horreur. Quand le mémo s'est terminé, j'ai souri à la foule stupéfaite. Mais voici ce qu'il en est de ma petite entreprise hobby qui préoccupait tant Jessica, dis-je en affichant mon portfolio sur l'écran derrière moi. Voici quelques-uns de mes projets récents. Des images de grandes campagnes de rebranding d'entreprises ont rempli l'écran, y compris celles que j'avais réalisées pour la propre entreprise de Jessica.
Ce rebrand à la start-up de Jessica, dévoilé le mois dernier? C'était le mien. Le PDG m'a engagé via une agence parce qu'il voulait la meilleure designer graphique de Denver. Des murmures de surprise ont parcouru la foule alors que les gens reconnaissaient le travail de haut niveau. Et Jessica était si inquiète de ma situation financière, continuai-je. Mais je suis heureuse d'annoncer que mon hobby pathétique m'a rapporté 285 000 € l'année dernière. En fait, l'appartement que je viens d'acheter à Reno coûte plus que ce que Jessica gagne en 4 ans. Je me suis tourné pour faire face directement à ma sœur. Mais la chose la plus importante que j'ai apprise du mémo vocal de Jessica, c'est à quel point elle se soucie vraiment de moi. Elle se soucie tellement qu'elle a fouillé dans mes documents financiers personnels quand je ne regardais pas. Elle se soucie tellement qu'elle me ment en face depuis des années, tout en dénigrant tout ce qui concerne ma vie dans mon dos. Elle se soucie tellement qu'elle a accepté des milliers d'euros de travail de design graphique gratuit, tout en disant aux gens que ça ressemblait à des ordures d'amateurs. Le silence dans la pièce était assourdissant. Jessica pleurait. Marcus avait l'air mortifié, et nos parents semblaient partagés entre la colère et l'embarras. Alors, Jessica, dis-je, ma voix toujours chaleureuse et fraternelle, merci de te soucier de moi à ce point. Merci pour le mémo vocal qui m'a montré exactement ce que tu penses de moi, et merci pour ce magnifique mariage où j'ai enfin pu partager avec tout le monde à quel point notre relation est vraiment merveilleuse. J'ai posé le micro et je me suis dirigé vers la sortie. Oh, et pour que tout le monde le sache, criai-je par-dessus mon épaule, les invitations, programmes, cartes de menu et numéros de table du mariage de Jessica, tout a été conçu par moi, gratuitement. J'espère que vous pouvez les regarder maintenant et apprécier la qualité et cours d'informatique de lycée dont elle avait si honte. J'ai quitté la salle de réception et je suis rentré directement chez moi, où j'ai passé la soirée à répondre aux appels et aux messages. Certains de membres de la famille exigeant des explications, d'autres d'amis de Jessica qui avaient assisté à toute la scène, et quelques-uns de personnes demandant ma carte de visite après avoir vu la présentation de mon portfolio. Jessica m'a appelé 17 fois cette nuit-là. Je n'ai répondu à aucun de ces appels. Marcus a appelé le lendemain matin. Carrie, ce que tu as fait était cruel, a-t-il dit. C'était le jour de notre mariage, et tu l'as gâché. J'ai diffusé un mémo vocal, répondis-je calmement. Les propres mots de Jessica. Si cela a gâché son mariage, peut-être devrait-elle réfléchir à pourquoi ses propres opinions sur moi étaient si dommageables à entendre en public. C'est ta sœur, a-t-il protesté. Oui, c'est vrai, et je suis la sienne. Mais apparemment, elle l'a oublié quand elle racontait à notre mère à quel point j'étais pathétique et embarrassante. Mes parents ont appelé ensuite, et cette conversation fut plus compliquée. Ils étaient en colère contre l'humiliation publique, mais ils étaient aussi furieux contre Jessica pour ce qu'elle avait dit sur moi. Nous n'avions aucune idée qu'elle pensait ça, a dit ma mère, la voix tremblante. Certaines des choses qu'elle a dites étaient tout simplement cruelles. Le pire, c'est qu'elle avait tort sur toute la ligne, a ajouté mon père. Nous sommes fiers de ce que tu as construit, Carrie. Nous l'avons toujours été. Au cours des semaines suivantes, les retombées ont continué. Le mariage de Jessica est devenu le sujet de conversation de notre cercle social, non pas pour sa beauté ou son élégance, mais pour le drame familial spectaculaire qui s'est déroulé pendant la réception. Plusieurs personnes présentes au mariage m'ont contacté pour m'engager sur leur propre projet, ayant été impressionnées par le portfolio qu'elles avaient vu. Jessica m'a finalement acculé chez nos parents 3 semaines plus tard. Elle avait l'air épouvantable, comme si elle n'avait pas dormi, et j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Carrie, s'il te plaît, dit-elle, les larmes commençant déjà à couler. Je suis désolé. J'étais ivre quand j'ai envoyé ce mémo vocal. Je ne pensais rien de tout ça. Quelle partie ne pensais-tu pas, demandai-je. La partie où tu as qualifié mon entreprise de pathétique? La partie où tu as dit que mon travail avait l'air amateur? La partie où tu as fouillé dans mes documents financiers personnels, ou la partie où tu as dit que tu me gardais dans ton entourage uniquement par pitié? Tout ça, dit-elle désespérément. J'étais jalouse. D'accord? J'étais jalouse de ta liberté, de la façon dont tu as construit quelque chose à partir de rien, de ton assurance et de ton bonheur apparent. Je me suis défoulé sur toi, et c'était mal. J'ai étudié son visage, cherchant la sincérité. Tu étais jalouse de quelqu'un que tu pensais être un échec pathétique, vivant d'un salaire à l'autre? Elle a tressailli. Je sais comment ça sonne, mais... Ça sonne comme si tu mentais encore,
l'interrompis-je. Tu n'étais pas jalouse de moi, Jessica. Tu te sentais menacée par moi. Il y a une différence. Que puis-je faire pour arranger ça, demanda-t-elle. Comment puis-je me racheter? J'y ai réfléchi un long moment. Tu peux commencer par être honnête. Vraiment honnête. Pas seulement désolé de t'être fait prendre honnête. Tu peux reconnaître que tu as délibérément essayé de saper ma confiance et mon entreprise pendant des années. Tu peux admettre que tu aimais te sentir supérieur à moi, et c'est pourquoi tu n'as jamais célébré mes succès. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle a dit, tu as raison. J'aimais me sentir comme celle qui réussissait. Ça me faisait me sentir mieux dans ma peau de penser que tu avais besoin de mon aide et de mes conseils. Quand j'ai réalisé à quel point j'avais tort sur ton entreprise, j'ai eu honte. Et au lieu de m'excuser, je me suis mise sur la défensive. C'était la chose la plus sincèrement honnête qu'elle m'ait dite depuis des années. Je ne peux pas te pardonner pour le moment, lui ai-je dit. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Ce que tu as fait n'était pas seulement méchant, c'était calculé. Tu as fouillé dans mes documents personnels. Tu t'es moqué d'un travail que j'ai fait pour toi comme une faveur. Tu m'as menti en face tout en parlant dans mon dos pendant des mois, peut-être des années. Je comprends, dit-elle doucement. Je ne pense pas que tu comprennes, répliquai-je. Parce que si c'était le cas, tu ne m'aurais pas demandé de passer à autre chose en 3 semaines. Tu aurais compris que la confiance met des années à se construire, et quelques secondes à se détruire. Cette conversation a eu lieu il y a 6 mois. Jessica et moi avons eu des contacts limités depuis, principalement de brefs échanges lors de réunions de famille. Marcus et moi avons en fait développé une amitié improbable. Il a été mortifié par ce qui s'est passé à leur mariage et a fait des efforts pour se racheter de ne pas m'avoir défendu plus tôt. Mon entreprise a prospéré au-delà de tout ce que j'imaginais. L'incident du mariage, bien que douloureux, a en fait aidé ma carrière de manière inattendue. La qualité de mon travail s'est fait connaître, et j'ai dû refuser des projets car mon carnet de commandes est plein pour les 8 prochains mois. J'ai acheté un deuxième bien immobilier comme investissement, j'ai commencé à sortir exclusivement avec Michael, et je suis sincèrement plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années. Il s'avère que couper les ponts avec les personnes toxiques de sa vie, même si elles font partie de la famille, peut être incroyablement libérateur. Est-ce que je regrette ce que j'ai fait au mariage de Jessica? Parfois. C'était dur, c'était public, et ça a certainement blessé d'autres personnes que Jessica. Mais chaque fois que je commence à me sentir coupable, je me souviens de ce mémo vocal, et de ce que j'ai ressenti en découvrant que quelqu'un que j'aimais et en qui j'avais confiance se moquait de moi et me sapait le moral depuis des années. Jessica a fait des choix sur la façon de me traiter, et j'ai fait des choix sur la façon de répondre. Elle a choisi la cruauté et la tromperie. J'ai choisi la vérité et les conséquences. Ce qui est drôle, c'est qu'elle avait raison sur une chose dans ce mémo vocal, je construisais quelque chose de plus grand qu'elle ne le réalisait. Je ne construisais simplement pas l'empire commercial dont elle se moquait. Je construisais la force de m'éloigner des gens qui ne me valorisaient pas, même lorsque ces personnes étaient de ma famille. Et cela s'est avéré être le projet le plus réussi de tous. Mise à jour, Jessica m'a contacté le mois dernier pour me demander si nous pouvions prendre un café et discuter. J'ai dit oui, mais seulement si elle était prête à avoir une vraie conversation sur la reconstruction de la confiance, en partant de zéro. Nous nous voyons la semaine prochaine. Je ne sais pas si nous serons un jour de nouveau proches, mais je suis prête à voir si elle a appris quelque chose des conséquences de ses choix. Quoi qu'il en soit, je sais que j'irai bien. J'ai appris que je n'ai besoin de l'approbation ou de la pitié de personne pour réussir. Et je n'ai certainement pas besoin d'accepter le manque de respect de qui que ce soit, famille ou autre. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rendre l'appareil. C'est de devenir meilleur. Et je suis définitivement meilleur.